Bonjour et bienvenue à tous. Merci à ceux qui se présentent dans le chat. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore, sentez-vous bien libre d'intervenir dans le chat. Dites-nous qui vous êtes, de quel endroit vous nous appelez. J'aimerais partager et savoir des choses sur la communauté ou le travail que vous faites aussi. Vous pouvez nous indiquer cela dans la boîte de clavardage. Merci. Erin Flaherty, voilà, on a Vancouver, le Ghana, Edmonton, ça vient de partout, Ottawa. Merci à tous de vous joindre à nous. Je m'appelle Tishaila Bailey. Je suis la responsable des programmes pour la communauté du placemaking du Canada. On est vraiment emballé d'avoir cette session de mobilisation où nous aurons la possibilité de nous parler, de partager les apprentissages, parler à des gens de la communauté de pratique et au-delà, nos partenaires et d'autres organisations qui sont passionnés par rapport au placemaking et tous les efforts qui y sont reliés. Pendant environ là, 1 heure et demie pour partager des expériences et pour créer une opportunité où les gens pourront apprendre les uns des autres. Quelques petits points techniques avant de sauter dans la séance d'aujourd'hui. Nous avons les sous-titres pour les deux langues. Si vous êtes capable, vous pouvez avoir accès en cliquant sur le CC au bas de l'écran. Nous aurons aussi un membre de l'équipe qui pourra vous répondre s'il y a des problèmes techniques auxquels vous faites face. Si vous avez des questions, on vous encourage de laisser vos commentaires dans le chat tout au long. Et moi-même ou un autre membre de l'équipe pourra vous répondre. Nous enregistrons cette séance aussi bien en français qu'en anglais. Alors, tous ceux qui sont intéressés à entendre la présentation en français, vous pouvez cliquer sur l'icône de globe qui est au bas de votre écran et écouter le canal français. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais reconnaître que même si cette séance est en ligne, collectivement, nous sommes dans des territoires traditionnels de Premières Nations, de communautés métisses et inuites un peu partout au Canada. Je me joins à vous aujourd'hui des très traditionnels des Haudenosaunee, les Wendat et les peuples métis, ce qu'on appelle Newmarket maintenant en Ontario. On reconnaît cela comme acte de réconciliation pour tout notre travail. J'aimerais aussi saluer particulièrement nos interprètes qui nous appuient en ligne. Nous avons avec nous Louis et Yannick et nous allons proposer un enregistrement graphique. C'est un peu comme un sommaire visuel des principales idées qui ont surgi dans la conversation, auxquelles vous aurez tous accès par la suite. À ce moment-ci, j'aimerais inviter notre animatrice Joyce Sammy de Amis des Parcs de nous accueillir et de nous faire sa formidable présentation. Bienvenue, Joy. Bonjour, merci, bienvenue à tous. Je vais partager maintenant mon écran et nous allons commencer. Alors, je demande votre patience. Ce sera un instant seulement. Voilà. OK, j'ai réussi. J'ai quelqu'un qui me fait le pouce en l'air. Alors, aujourd'hui, c'est une séance qui s'appelle le placemaking dans les parcs urbains, les avantages de relier les gens avec la nature. Je m'appelle Joy et je travaille avec une organisation qui s'appelle Park People, Amis des parcs en français. Je suis votre présentatrice pour aujourd'hui, mais j'aimerais reconnaître les contributions aussi de Laura et Sarah, mes collègues dans Park People et les gens qui ont fait la recherche que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et vous pouvez nous contacter par la suite. Je vais vous donner nos coordonnées plus tard. Parlons un peu de Amis des parcs. Amis des parcs est la seule organisation nationale bilingue uniquement consacrée à la défense des parcs au Canada. Depuis 2011, nous avons collaboré avec des milliers de leaders communautaires, des OSBL et des professionnels de parcs pour faire la promotion des parcs publics comme espace essentiel pour relier les gens entre eux et avec la nature, tout en reconnaissant le potentiel extraordinaire de nos espaces verts pour que nos villes deviennent de meilleurs endroits où vivre. Nous croyons que les parcs sont d'une importance vitale pour nos villes canadiennes et pour l'environnement et pour tout le monde, peu importe leur revenu, leur identité, leur capacité ou leur âge. Nous croyons que tout le monde a le droit d'avoir un accès égal aux espaces verts publics.
Donc, Amis des parcs travaille en activant des parcs, en construisant des réseaux entre des organisations qui travaillent dans les parcs et nous travaillons à créer des changements. L'ordre du jour pour aujourd'hui, c'est d'abord l'ouverture, ce que j'ai déjà fait. Et je vais passer un peu de temps pour expliquer un petit peu ce que nous voulons dire par placemaking et comment cela est relié à la nature et aux espaces urbains. Puis, nous aurons de merveilleuses présentatrices qui vont nous parler un peu du travail qu'elles font. Elles viennent de partout au Canada, je vais les présenter plus tard. Puis, il y aura un peu de temps pour les questions et les remarques de fermeture. Pour débuter, qu'est-ce que le placemaking et en quoi c'est relié à l'action climatique, les solutions basées sur la nature et les espaces verts dans les villes? Le placemaking, c'est une approche participative de la planification, de la conception, de la gestion des espaces publics grâce aux idées et aux atouts des communautés dans le but d'aménager des zones inclusives qui représentent les communautés. Le placemaking, pour moi, c'est à la fois une action et un processus, tel que le dit cette définition, ainsi qu'un résultat. Donc, en interagissant avec les lieux, en ayant la capacité d'agir dans les parcs, on encourage et on inspire la durabilité de l'environnement. Et ces lieux commencent à avoir une valeur pour nous qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Les organisations de parcs, comme nos panélistes aujourd'hui, sont souvent les liens entre les communautés et les parcs qui vont créer les occasions de connexion avec la nature. Ils travaillent pour rendre les espaces verts inclusifs, ce qui contribue à la résilience des communautés. L'autre question à poser, c'est pourquoi des espaces verts urbains? Pourquoi des parcs dans les villes? Bon, essentiellement, la plupart des gens au Canada maintenant sont urbains. Et donc, les espaces urbains, c'est là où les impacts des changements climatiques seront connus le plus. Au Canada, 81,1 % des gens vivent dans des centres urbains. Et ça, c'est la toute dernière statistique de Statistique Canada datant de 2024. 81%. Les solutions reposant sur la nature sont des méthodes qui utilisent la nature et les processus naturels pour s'attaquer à des défis qui affectent les gens et leur environnement. Des exemples de solutions fondées sur la nature comprennent des parcs urbains et d'autres choses comme les toits verts, les terres humides et les sentiers biologiques. Ces solutions peuvent répondre à plusieurs défis, le changement climatique et la perte de la diversité, les risques de catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau, la santé et le bien-être humain et le développement socio-économique. Quand on implique le placemaking communautaire comme une façon d'atteindre des solutions ou d'avoir une action climatique, on amplifie cet impact. Alors, non seulement on répond à des défis climatiques, mais on contribue aussi au bien-être des communautés et on bâtit des communautés. Nous devons connaître deux choses au sujet des solutions fondées sur la nature. Premièrement, ces solutions basées sur la nature, c'est un modèle anthropocentrique. On demande qu'est-ce que la nature peut faire pour les humains, mais ça ne capte pas pleinement la valeur intrinsèque de la nature en soi. Et quand on parle de santé, bien-être humain, on doit aussi porter l'attention à différentes façons de voir le monde et reconnaître que ce qu'on considère comme étant le mieux-être, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Des bons espaces urbains verts, c'est plus que de mesurer le nombre d'arbres ou un certain nombre d'acres, d'hectares de terre. Ça peut être plus holistique, y compris la variété et la grandeur des possibilités de relations humaines ainsi que l'inclusion de valeurs culturelles. Moi-même et mes collègues chez Amis des Parcs, nous avons deux programmes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un de ces programmes s'appelle le rapport sur les parcs urbains du Canada et le deuxième, c'est le programme des parcs comme Pierre d'Angle. Je vais partager de l'information par rapport à ces programmes qui vont explorer l'idée de la connexion de la nature par le placemaking dans le contexte de la résilience communautaire et environnementale. Le premier programme que je vais vous présenter s'appelle Rapport sur les parcs urbains du Canada. C'est un sondage annuel mené par
les amis des parcs, avec des parcs municipaux et du personnel récréatif de loisirs, ainsi que des autorités publiques. Nos conclusions vont présenter les expériences municipales qui visent à s'attaquer au changement climatique et à créer un engagement communautaire dans les parcs. Les villes dans le Canada sentent l'effet des changements climatiques jour après jour, avec des dommages constants sur les événements météorologiques, y compris les inondations et les forêts, et les feux de forêt qui arrivent de plus en plus souvent. Vous suivez les nouvelles, vous savez, les nouvelles au Canada ont bien démontré ces faits. Presque toutes les villes et presque tous les personnels municipaux sont sondés. 95 des gens que nous avons sondés nous indiquent que le fait de combattre les effets des changements climatiques, c'est un défi pour eux. Cependant, les municipalités agissent pour inclure de plus en plus des infrastructures vertes, pour gérer les eaux de pluie, pour augmenter l'utilisation des plantes, pour mieux s'adapter au changement climatique et pour établir des cartes thermiques pour s'assurer qu'il y a des investissements qui seront faits là où on en a le plus besoin. 60 du personnel municipal nous ont dit qu'ils se sentent bien équipés avec les connaissances et les outils nécessaires pour répondre au changement climatique par leur travail dans les parcs. Cependant, la recherche a constaté aussi que plusieurs villes parlent de la résilience climatique d'une façon ad hoc, avec des projets, plutôt que dans le cadre d'une stratégie d'ensemble. Les résidents des villes, 87 donc de nos répondants, ont un très fort désir d'être plus impliqués dans les parcs, que ce soit en participant à des programmes ou en s'engageant dans la défense des parcs et des espaces verts. Cependant, les villes ont beaucoup de défis et répondent aux demandes de plus en plus. Au cours des 5 dernières années, euh, les villes, le réseau des villes et des parcs canadiens, on a constaté qu'il n'y a eu aucune augmentation de budget notable pour les programmes de mobilisation des bénévoles. La plupart des employés municipaux nous disent qu'ils ont formé des liens très forts avec des groupes citoyens qui travaillent dans les parcs, mais nous disent aussi que leur ville n'a pas assez de ressources pour les appuyer. Lorsque le personnel municipal, quand on leur demande comment ils appuient les groupes de citoyens, plusieurs parlent d'un seul petit projet au lieu d'une approche stratégique et systématique. Même si ces mesures ad hoc peuvent être utiles pour créer des arrangements, ça n'appuie pas les groupes citoyens à long terme, ce qui peut mener à de l'épuisement professionnel pour le personnel des villes ainsi que du burn-out chez les bénévoles dans les organisations bénévoles. Les groupes communautaires de parcs qui organisent des événements et activent les parcs locaux jouent un rôle vital pour élargir les possibilités d'implication des personnes dans les villes. Mais plusieurs de ces groupes ne se sentent pas bien soutenus par leur municipalité. Seuls 39 des groupes communautaires travaillant dans les parcs disent qu'ils ont une très bonne et forte relation avec leur municipalité. Donc, investir et bâtir des relations avec ces groupes pour mieux répondre à leurs besoins, ça serait une façon de répondre à ces défis et créer davantage d'avenues d'implication possibles pour les résidents. Ceci nous amène à un des programmes de Amis des parcs qui s'appelle le programme Cornerstone, qui engage de grands parcs urbains dans l'ensemble du Canada. Le progrès Cornerstone ou Pierre d'Angle travaille avec de grands centres urbains, de grandes organisations de parcs. Ces organisations remplissent souvent des lacunes qui sont difficiles à combler par les municipalités. Ces groupes fournissent des programmes constants et bâtissent des relations avec les communautés et donnent des façons aux gens de s'engager dans une action climatique par du travail d'intendance et de restauration. Nous savons que loisir, c'est vu comme la façon plus importante qui peut contribuer à la santé humaine, particulièrement la santé physique des humains. Cependant, notre recherche s'est aperçue que les programmes d'intendance qui sont uniques dans les grands parcs urbains ont encore plus d'impact sur la santé et le bonheur des gens que les loisirs traditionnels. On a fait un sondage au cours des quelques dernières années avec des bénévoles impliqués dans des programmes d'intendance. Et voici certains résultats. 99 des personnes bénévoles nous indiquent que s'occuper de la nature, ça les rend heureux et satisfaits. 97 des répondants sont d'accord pour dire que leur participation a contribué à leur bien-être mental.
De plus, le plus grand prédicteur d'une bonne santé, c'est la connexion avec la nature. Ce qui suggère que s'occuper de la nature, c'est une activité très importante pour créer une connexion avec la nature et donc une meilleure santé. Les participants nous disent que s'occuper de la nature, ça les aide à réparer leurs blessures, s'intégrer dans leur communauté et que ça calme l'éco-anxiété. Cette dimension des grands parcs urbains lie de façon inextricable l'écologie et le bien-être des humains et appuie le besoin d'une plus grande intendance et de meilleure connexion avec la nature qui va appuyer à la fois les gens et les écosystèmes, particulièrement chez les groupes en quête d'équité. On voit ces tendances qui se répètent dans tous les grands centres urbains avec lesquels nous travaillons. Donc, la recherche nous dit clairement que les programmes permettant de s'occuper de la nature appuient le bonheur, la satisfaction envers sa vie, améliorent la santé mentale, la santé physique et cultivent une connexion avec la nature, ce qui crée un cycle vertueux, particulièrement étant donné les changements climatiques. Maintenant, on comprend tous les bénéfices qu'il peut y avoir, qu'il y a à participer à des programmes de parc. On comprend bien que ces bénéfices ne sont pas partagés de façon équitable. On voit que la plus grande des gens qui s'occupent des parcs sont des gens blancs, cisgenres et sans handicap physique. Et on voit dans la dernière colonne que 59 des personnes qui s'identifient comme minorité visible ressentent un lien fort avec la nature. Par contre, il y a 73 des blancs, donc beaucoup plus de blancs qui se sentent connectés avec la nature. Donc, il y a là une lacune. Alors, il faudrait avoir une approche de justice environnementale et s'assurer que les bénéfices environnementaux et sanitaires des programmes et des parcs soient accessibles à tous les groupes en quête d'équité. Et de plus, on veut élargir les opportunités pour les connexions entre la nature et les humains grâce à des espaces verts non traditionnels, avec des projets de réutilisation comme des hydrocorridors, des développements sur d'anciens dépotoirs et des parcs linéaires le long des cours d'eau. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi maintenant? La pandémie a fait en sorte que les bénéfices de santé des parcs sont de plus en plus clairs par les utilisateurs de parcs. Elle nous a montré que les espaces verts urbains sont essentiels pour la vie dans les grandes villes. 43 des personnes vivant dans les villes canadiennes nous disent qu'ils ne voient jamais leurs voisins. Ils ne peuvent pas se connecter, mais c'est 5 fois plus élevé pour ceux qui visitent des espaces verts de grande qualité que pour ceux qui ne peuvent pas ou ne le font pas. Donc, les données de nos programmes démontrent, et j'essaie de le montrer ici dans ce petit diagramme, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer, c'est que les villes savent qu'ils doivent prévoir et incorporer des solutions fondées sur la nature dans leur parc urbain pour créer des villes plus résilientes. Les villes savent aussi qu'il y a de l'appui du public et que les gens veulent s'impliquer dans des activités, mais il y a un manque d'infrastructures et de capacités financières pour mobiliser les citoyens. Les organisations de parcs dans les villes, comme ceux qui soutiennent les grands parcs urbains, par exemple, comblent cette lacune en fournissant des opportunités de placemaking par la connexion avec la nature et en engageant les gens dans l'intendance des parcs et dans le travail dans les parcs de façon constante. Être impliqué dans l'intendance des parcs, c'est très, très bénéfique pour les gens pour toutes les raisons que nous avons mentionnées. Et ça crée des connexions avec la nature ainsi qu'avec les autres personnes. Ça peut créer une résilience dans les communautés et dans les écosystèmes. Alors maintenant, non seulement j'ai planté des arbres, j'ai enlevé des espèces envahissantes, mais aussi j'ai fait de l'activité physique. J'ai aussi rencontré mes voisins. Alors la première fois qu'il y a une vague de chaleur ou une panne électrique, j'ai un espace vert que je connais maintenant et je sais comment y avoir accès pour me rafraîchir. Et j'ai aussi maintenant ces relations, les connexions sociales dont j'ai besoin pour aller chercher le soutien dont j'ai besoin et pour aller chercher ce soutien. Les panélistes que nous avons aujourd'hui sont ces personnes qui créent les lieux, le placemaking, qui connectent la nature avec la communauté. Ils comblent cette lacune de mobilisation qui est difficile à combler par les villes, souvent le fait de faire participer les gens dans les parcs et dans les espaces publics, non seulement par les activités d'intendance, mais aussi par les arts, la nourriture et la culture. Et je vais arrêter maintenant de partager mon écran pendant un instant et je vais demander à nos panélistes d'allumer leur caméra et de bien vouloir partager avec nous
Alors, on veut les rencontrer. Formidable. Je vais commencer. Oh, excusez, je vais partager mon écran une dernière fois. Désolé. Bon, tout le monde va adorer ça. J'en suis sûr. On est ici. J'avais oublié une diapo. Alors, merci. Vous savez comment me trouver. Et je dois dire un gros merci à ceux qui nous ont appuyés, qui appuient notre organisme Amis des Parcs dans notre travail. Et maintenant, voici nos panélistes. Ils ont déjà allumé leur caméra, alors je vais arrêter de partager. Nous avons Erika, Ima et Vincent. Et tout le monde ici provient de différentes organisations un peu partout au Canada, ce qui est vraiment extraordinaire. Et je vais permettre à chacun de maintenant de se présenter. Puis, on aura des questions que je vais poser aux panélistes et nous aurons des photos expliquant le travail qu'ils font. Et je vais partager cela lorsqu'on y arrive. Je passe maintenant la parole donc à Erika qui va se présenter et qui va présenter son organisation. Merci, Joy. J'apprécie vraiment. J'apprécie toujours le travail de Amis des Parcs, particulièrement ces chiffres qui sont tellement importants, qui alimentent la conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Erika. Mes pronoms sont elle, la. Je suis d'origine japonaise et européenne mélangée. Je vous appelle comme colonne dans un territoire non cédé, juste au nord de ce qu'on appelle Vancouver, BC actuellement. Pour moi, il est tôt un peu, c'est le matin pour moi. Et je suis la directrice exécutive à l'Alliance environnementale. On travaille avec des jeunes en quête d'équité dans le East Side de Vancouver et nous nous engageons dans l'intendance, l'éducation fondée sur la jeunesse et le territoire. Et je vais m'en tenir à cela, je en dirai plus tard. Maintenant, Ima, voulez-vous vous présenter? Très bien, merci. Je m'appelle Ima Essen. Je suis chargé de planification culturelle pour Steps Public Art. Je suis maintenant avec vous de Toronto, dans le territoire non cédé des Mississauga Credit. Nous sommes pour l'entreprise sociale canadienne et nous offrons des services dans la gestion de l'art public dans les parcs et le renforcement des capacités des artistes. J'ai la chance, en plus de donner tous ces services, je travaille beaucoup sur des projets de mobilisation de la communauté, ce qui me permet de rencontrer des gens au sol et créer des opportunités culturelles. Une de mes opportunités favorites, c'est notre programme qui est maintenant dans notre planification culturelle dans la 4e année dans le nord du West End de Toronto. Je suis sûr que je pourrais en parler plus. Maintenant, je vais passer le micro à Vincent. Merci, Ima. Je m'appelle Vincent. Je suis gestionnaire de projet au Centre d'écologie urbaine. Nous sommes basés à Tiohtià:ke, qu'on appelle aussi Montréal. Et mm, je travaille dans des projets qui impliquent l'adaptation au changement climatique et notre centre d'écologie urbaine, eh bien, son objectif complet, c'est d'inclure les gens dans les centres urbains vers la transformation de leur ville et de proposer des pratiques et des politiques pour rendre nos villes plus vertes, plus sûres et plus inclusives. Merci, merci à tous. La première question que je voudrais vous lancer, je pense qu'on peut aller dans le même ordre, mais sentez-vous bien libre de faire écho aux réponses des autres. Chaque personne a un angle différent pour le travail qu'ils font. Qu'est-ce que ça veut dire le placemaking dans votre travail et quels sont les points d'entrée lorsqu'on veut travailler avec la communauté? Autrement dit, où commencez-vous votre processus quand vous travaillez avec des communautés? Merci, Joy. Oui, j'aime beaucoup la façon dont vous avez décrit le placemaking et ça a vraiment donné le ton. Donc, vous êtes et nous, comme j'ai mentionné, on travaille avec des jeunes dans des groupes en quête d'équité dans les communautés du East Side de Vancouver qui sont mal desservies. Si on regarde des angles intersectionnels sur la santé environnementale et la justice sociale, nous, on reconnaît que ce sont des jeunes défavorisés
qui ont un impact disproportionné dû à la crise de la biodiversité, la crise environnementale et qui sont aussi exclus pour des raisons systémiques des occasions de discussion pour devenir des leaders dans cet espace. En travaillant pour éliminer ces barrières, on travaille avec des jeunes autochtones, des immigrants, des LGBTQ2A, des jeunes ayant des handicaps, etc. Et nous les faisons participer à une éducation sur le territoire et sur un programme d'emploi environnemental pour les jeunes pour ultimement se relier à la terre, au territoire, pour prendre soin de certains espaces, surtout dans les voisinages du East Side de Vancouver, qui ont été mal desservis. Historiquement, ils n'ont pas eu l'équité, les ressources nécessaires pour s'occuper de leur terre. Comme vous l'avez dit, on s'engage dans ce travail d'intendance pour essayer d'exploiter les bénéfices pour les communautés et pour le paysage. Notre paysage n'est pas très résilient actuellement et on veut appuyer les jeunes en même temps dans tout ce processus. Et j'aimerais parler de votre question sur les points d'entrée. Euh, Quand on travaille avec des jeunes, il s'agit toujours de relations. Quand on veut travailler avec des jeunes, le point d'entrée, donc, écoutez, il s'agit de voir les choses comme elles sont et les choses qui sont réelles pour nous. On travaille très fort pour bâtir des relations de confiance avec les jeunes avec lesquels on travaille. On est là depuis 1989 et depuis, on est vraiment intégré au paysage urbain de Vancouver. On fait beaucoup de programmes en partenariat avec les écoles alternatives de Vancouver. On s'engage avec d'autres organisations communautaires et d'autres écoles. Et à cause de cela, le bouche à oreille, c'est comme ça. C'est ça notre point d'entrée. On a beaucoup de jeunes qui continuent à revenir et qui prennent des rôles de leadership dans nos programmes. Ils apportent leur fratrie, leurs amis. Et on aime beaucoup ces relations. On se fie à ces relations comme point d'entrée. Formidable, merci. Je peux imaginer que les jeunes avec lesquels vous travaillez voient les choses telles qu'elles sont, oui, dans toute la réalité. Je vais passer maintenant à Aïma. Je lui pose la même question. Qu'est-ce que ça veut dire le placemaking dans votre travail et quels sont vos points d'entrée pour travailler avec votre communauté? Erika, c'est difficile d'être faire suite après Erika, mais pour moi, il s'agit d'amplifier les voix naturelles et c'est une question de connexion. On veut responsabiliser les gens pour exploiter leurs propres forces et renforcer les capacités communautaires. Comme vous l'avez dit auparavant, vous avez déjà entendu ça, on ne fait rien, on ne réinvente pas la roue, on agit comme tuyau de connexion pour responsabiliser les personnes et les communautés pour qu'ils prennent soin des lieux qui sont importants pour eux. Ce que je suis très chanceuse parce que ça s'aligne avec mes propres valeurs, mais dans cette organisation, on veut appuyer aussi les groupes en quête d'équité. Et bien sûr, aux Amis des Parcs, on utilise les arts pour se connecter à la nature les uns avec les autres. Je vais copier un peu Rika ici, mais comme s'il y a des points d'entrée, vous savez, chaque projet est différent, mais je suis fier d'adapter nos programmes et projets pour réagir directement aux désirs et aux buts énoncés par la communauté elle-même en se concentrant sur les voix qui sont toujours à la table. Dans le cadre de nos projets, j'étais dans plusieurs parcs de Toronto. On veut accueillir les communautés marginalisées et mal desservies. Et je suis fier de m'assurer qu'ils soient inclus dans la conversation et qu'on puisse répondre directement envers eux en utilisant les arts pour réagir à tous les défis auxquels ils peuvent faire face. Mais la première étape est toujours de faire une première entrée. Les gens me demandent comment on fait ça. Il s'agit de parler aux gens, il s'agit de se présenter à ces petits rassemblements locaux lorsqu'on est invité et utiliser chaque rencontre comme une opportunité avec une chance de reformuler ce qu'on a entendu et traiter ça comme un processus itératif au lieu d'être des experts qui s'en viennent. Dans mon expérience, mes approches ont souvent bien réussi, surtout quand on travaille avec des groupes de nouveaux arrivants et de groupes qui sont en quête d'équité, comme je vais présenter mes projets plus tard. Et là-dessus, je vais vous passer la parole, Joy. Merci, Emma. Alors, le dernier week-end, j'ai visité Roundtree. C'était un grand plaisir. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens dans la communauté. C'était merveilleux. Et c'est incroyable de voir à quel point les gens sont investis dans cet espace. Alors, je vous repasse la parole à Vincent. Encore même question. Que signifie le placemaking dans votre travail?
Et quel est votre point de contact avec la collaboration avec les communautés? Eh bien, la barre est haute. Je sens la pression pour égaler mes collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, surtout quand on parle de confiance. Je veux réitérer l'importance de la confiance et il faut établir et développer la confiance avec nos communautés. La perspective du Centre d'écologie urbaine est différente parce que on travaille avec des gens dans toute la province. Donc, on n'est pas nécessairement toujours l'organisation la mieux placée pour travailler avec une communauté donnée. Et parfois, il faut reconnaître qu'il y a d'autres organisations qui en savent davantage sur les communautés avec lesquelles on travaille et que peut-être on devrait s'aligner avec ces organismes pour desservir ces communautés. Mais ce qu'on fait dans notre action de placemaking, c'est de mettre les gens au cœur du processus et de les impliquer dans ce processus du début à la fin. Alors, on planifie nos espaces avec les communautés, on rencontre les gens, on va au-devant de leurs besoins, on les rencontre où ils se trouvent parce que on reconnaît l'importance de tirer parti de l'expérience des gens dans leur situation et on veut contribuer de notre savoir, mais aussi tirer parti du leur. Et ensuite, en combinant les deux, on essaie de concrétiser le projet en utilisant ces deux types de savoir. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus d'urbanisme participatoire. Et c'est ce qu'on fait depuis assez longtemps. On a lancé notre action avec le projet Sous les pavés, qui est subventionné par Green Communities Canada, Communauté Verte Canada, et on se déplace d'une communauté à l'autre partout au Canada. On fait des projets avec chacune de ces communautés. On planifie un projet, on retire l'asphalte nous-mêmes dans ces communautés, avec la communauté, avec les habitants, et c'est là qu'on réalise des projets de placemaking. Alors, on a les mains dans la terre dans ces projets. Alors, on essaie d'imaginer comment toutes les villes pourraient être gérées selon notre approche et on essaie de retirer le plus d'asphalte possible pour réaliser nos projets verts. Alors, on a créé de petits parcs, en fait, un peu partout et on veut en créer davantage pour que tout le monde ait accès à un espace vert près de chez soi. Merveilleux. Merci, Vincent. La prochaine question qu'on a, qui s'adresse à tous nos panélistes, comment cultiver un sentiment d'appartenance et de responsabilité envers le territoire sur lequel on habite. Alors, vous parlez des façons dont les gens entrent en contact les uns avec les autres, mais aussi avec la nature qui les entoure. Ça peut être difficile en ville, ça peut être difficile pour certaines populations, par exemple les nouveaux arrivants au Canada. Donc, j'aimerais entendre vos perspectives sur votre façon de cultiver ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de responsabilité envers le territoire que l'on habite. Commençons par Erica. Oui, c'est une grande question d'une grande importance. La première chose à faire, c'est d'établir un lien, puisqu'on est dans le contexte des parcs urbains ici, la première chose, selon moi, c'est d'établir un lien avec la nature. Souvent, on considère la nature comme quelque chose d'extérieur, d'inaccessible, de déconnecté. Etc. Et j'aime beaucoup ce que Vincent a dit. Tout le monde devrait avoir accès à la nature, peu importe où on se trouve. Et ça, c'est le commencement de cette nouvelle perspective. Regardez dans votre rue, votre quartier, il y a un espace vert naturel. Nous sommes la nature. Alors, il n'y a euh, en fait, aucune déconnexion avec la nature, puisque nous sommes la nature. Il faut raffermir ce lien. Alors, on a nos programmes d'éducation secondaire en nature et un programme plus axé sur le développement des compétences pour les 15 à 18 ans. Et dans tous ces programmes, on se concentre sur la culture de plantes autochtones, de plantes indigènes. On retire des espèces envahissantes, on reboise, on replante en fait, des plantes indigènes et on développe les connaissances de nos participants en matière de plantes indigènes et d'écologie ancestrale et actuelle. Alors, on fait de l'apprentissage, de l'enseignement axé sur le lieu et on fait appel à des aînés
autochtones et des gardiens du savoir autochtone pour tirer parti de leurs connaissances. Alors, il s'agit d'établir et de développer un sentiment d'appartenance et un lien avec la nature. Il faut tirer parti du savoir des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh à Vancouver. C'est ce que l'on fait. Et d'autres gardiens du savoir autochtones, on essaie de tirer parti de leurs connaissances en réciprocité. Alors, on essaie de les faire contribuer justement à l'apprentissage de nos participants. Ils ont beaucoup appris et on leur redonne d'une certaine façon du mieux que l'on peut. Alors, je crois que aspect cet aspect de collaboration ensemble, entre population et avec la nature améliore grandement les choses. On fait aussi beaucoup de programmes d'une saison. euh, donc, les jeunes vont miser sur un ou deux lieux. Ils vont venir une fois par semaine pendant 10 semaines, pendant une saison. Ils sont dans le même groupe de 10 jeunes, par exemple. Et d'aller au même lieu avec les mêmes personnes constamment, s'occuper de cet espace naturel, leur permet d'établir un lien fort avec ce lieu. Donc, on est en plein dans le placemaking. Et la saison suivante, ils reviennent, ils voient les changements, ils continuent de s'occuper de ce lieu naturel en ville. Alors, ça permet d'établir une confiance, des liens, et c'est ce qui développe leur fierté à propos de cet espace dont ils se sont occupés et leur sentiment d'appartenance dans ce lieu. J'aime beaucoup ça. Il y a cette idée de revenir à la terre, revenir à la source et de développer cette relation euh, sur le temps, donc à long terme, avec ce lieu. Je sais que vous travaillez beaucoup dans le domaine artistique, donc vous apportez une approche artistique à votre travail. Alors, comment cultivez-vous ce sentiment d'appartenance et de responsabilité envers le territoire dans votre travail? Évidemment, j'ai pris des notes. Mais Erika a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cette idée du retour au même endroit constamment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ces projets axés sur le territoire, ça a été une des choses qui en a fait la réussite parce qu'on va au même endroit, dans le même parc, chaque année, plusieurs fois, avec les mêmes personnes, constamment. Donc, les gens qui veulent intégrer notre programme, les gens qui reviennent au programme, ils vont dire, ça, c'est mon endroit. Est-ce qu'on va à mon endroit habituel? Et c'est comme ça qu'ils appellent ces lieux qu'ils se sont appropriés. Et donc, c'est une des leçons à tirer. On ne peut pas simplement répliquer le programme ça et là et aller ailleurs. Euh, il- donc, il faut revenir au même endroit et ça, c'est ce qui permet de développer ce lien avec le lieu. Quand on parle de sentiment d'appartenance, ça répond à la question qui a été posée. C'est-à-dire, quand on parlait de planification participatoire, il faut répondre aux besoins et aux désirs de chacune des communautés en utilisant les moyens du bord. On est une organisation artistique. Nos outils, ce sont des ateliers de création. On invite des artistes et des aînés pour établir ces programmes. On crée des espaces où les gens peuvent créer selon leurs besoins et leurs choix. C'est plus axé, c'est du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Donc, j'ai pris des notes, mais maintenant, je m'en écarte. Mais une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est dans ces relations avec le travail et cette relation délibérée avec les nouveaux arrivants et les communautés en cas d'équité. Il y a toujours un lien avec le territoire. Et si on considère ça comme une façon d'établir des liens avec les gens, eh bien, on va pouvoir établir des liens avec ce territoire d'accueil. Et ça, c'est gratifiant. Ça nous permettra aussi de reconnaître la contribution des communautés autochtones en collaborant avec les artistes issus de cette communauté et les aînés également. Et encore une fois, ce sont des relations à long terme. Donc, on revient chaque année régulièrement au même endroit avec les mêmes personnes. Donc, l'enjeu, c'est de créer un espace pour que ces conversations aient lieu et de faire les choses de façon plus organique que ce que l'on voit d'habitude dans la société. Et je vous dirais que ça, parfois, ça peut être un peu stressant pour des gens très, très organisés, de façon occidentale, où tout n'est pas prévu d'avance et planifié. Donc, il faut s'adapter et rester ouvert. Donc, c'est notre défi pour les prochaines années. Oui, j'adore l'idée selon laquelle tout le monde a un lien avec la nature ou le territoire, que ce soit ici chez soi ou qu'on soit ailleurs, qu'on soit des immigrants, des nouveaux arrivants, qu'on soit euh, déracinés de notre terre d'accueil, mais on arrive dans une nouvelle
en fait, de notre terre d'origine, mais on arrive dans une terre d'accueil. Et en faisant ce genre de choses, on peut retrouver ce lien avec la terre. Alors, Vincent, vous avez une approche intéressante dans votre travail. Vous arrachez des morceaux d'asphalte dans des espaces urbains. Alors, vous trouvez un lien direct vers la terre d'une façon directe, concrète. Alors, j'aimerais avoir votre perspective sur cette question. Comment est-ce que vous aidez les gens à établir ce lien avec la terre dans votre travail? Je vais utiliser une partie de la réponse de Iman. Et il s'agit de créer des occasions de le faire. C'est une très belle façon de le dire, selon moi. Alors, il faut donner aux gens l'occasion de s'impliquer dans le placemaking, dans la création de lieux. Ça me rappelle d'un projet qu'on a fait à Bois-Brillant, dans le Grand Montréal. J'aidais un groupe avec un projet. Il y avait un conseiller municipal qui avait été là dans la période. Elle avait été là pendant la période où on arrachait l'asphalte, on avait planté des arbres. Et elle disait, oui, je m'amuse tellement et c'est tellement amusant. On approuve beaucoup de projets au conseil municipal, on fait ce genre d'approbation de projet. Mais ça, ce lieu, j'y ai un lien direct parce que j'ai contribué à le bâtir. J'ai arraché de l'asphalte de mes propres mains, j'ai planté des arbres. Alors, je veux m'en occuper personnellement. Alors, ma réponse à cette question, c'est oui, il faut donner l'occasion aux gens de transformer l'espace avec leurs propres mains et c'est ainsi qu'ils vont y avoir un sentiment d'appartenance. Mais si on revient aux besoins de la population, eh bien, il faut donner à la population locale l'occasion également de s'impliquer dans le projet, de parler d'abord et avant tout de ce qu'ils veulent pour ce lieu et de communiquer avec vous pour trouver ces réponses. Il faut obtenir ces réponses de la communauté. Et Erika, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'intendance, la responsabilité, revenir à un lieu constamment. On n'en parle pas beaucoup dans nos projets. On plante des arbres, on dit on a planté un arbre et c'est merveilleux et ça se termine là. Mais si on veut continuer de faire évoluer la communauté, il faut penser à l'entretien de ce lieu et le faire avec la communauté. C'est ce qu'on a fait dans notre projet Blue Green Alley. Il y a des membres de la communauté qui n'ont pas de parcelles de jardinage. Et c'est très envoûtant ici parce qu'on leur donne l'occasion de jardiner à l'intérieur de leur ville et d'établir ce lien avec, la nature dans leur propre quartier, en fait, la ruelle bleu-vert. C'est le projet Ruelle bleu-vert, oui. Donc, ça leur donne l'occasion de jardiner dans leur propre cour arrière, en fait, dans leur propre quartier, alors qu'ils n'ont pas de lieu chez eux pour jardiner. Oui, l'idée est de créer une relation à long terme avec l'espace qui est près de chez vous, un espace vert. Et j'aime l'idée. Que les gens reviennent constamment à un même lieu pour voir les changements avec le temps. Et c'est ce que vous faites et moi je le fais aussi. Je parle de mon parc à moi et je sens, en fait, je me sens une certaine propriété sur ce petit carré de verdure et de gazon dans mon quartier, oui. Alors, je vais afficher mon écran parce que j'ai des photos à vous montrer du travail que vous faites, Iman. Ou Erica plutôt. Erica, Ima et Vincent, oui. Donc, je vais vous montrer des photos de nos projets. Alors, voici. Question pour Erika. Vous travaillez à l'intersection du militantisme environnemental et de la justice socio-environnementale. Selon vous, quels sont les impacts de la participation des jeunes dans l'action environnementale et le placemaking? Et la deuxième partie de la question, euh, comment façonnez-vous l'espace de justice environnementale et sociale au Canada? Alors, j'ai une autre page ici que je vous montrerai. Lorsque vous aurez terminé, je vous montrerai cette autre page. Merci pour ces deux questions. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe dans cette photo. C'est un de nos programmes, l'équipe d'Habitat Jeunesse, qui se déroule l'été. Au cours des 3 dernières années, on a collaboré avec les jardins communautaires de Strathcona. On gérait euh, les marécages de Vancouver. Strathcona, c'est un quartier qui est mal desservi et qui n'est pas équipé pour être résilient contre les changements climatiques. Les routes sont constamment en train de se fissurer parce qu'il y a une nappe phréatique
En fait, le quartier a été construit par-dessus une zone euh, où il y a une forte marée. Alors, ce quartier a été construit sur ce marécage marin. Donc, on écoute davantage la terre et la mer maintenant. Donc, ça cause des dommages, mais maintenant, on essaie de s'adapter justement. Si vous êtes à Vancouver, je vous invite à aller vous promener dans le parc Strathcona. C'est un endroit, euh, un écosystème en pleine effervescence. Il y a des oiseaux migratoires, il y a des marécages qu'on a réussi à rétablir. Donc, ça a été la bonne chose à faire. C'est un endroit dont la richesse, la biodiversité est beaucoup plus riche maintenant. Alors, c'est beaucoup plus beau que ce l'était lorsque c'était à l'abandon il y a quelques années. Alors, pour répondre à votre question, les impacts de l'implication des jeunes dans action environnementale, eh bien, je crois que justement, on en a un bon exemple ici. Je crois que ça a un impact positif sur leur santé mentale. Alors, il est clair que vivre en communauté avec d'autres personnes, s'occuper de la nature près de chez soi, a un effet psychologique très positif pour les participants. J'avais une conversation avec un de nos participants au programme jeunesse dans des groupes de leadership et on disait l'éco-anxiété fait des ravages, c'est un grand défi. Comment voulons-nous mm, nous attaquer à l'éco-anxiété et en parler avec les jeunes participants? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on a eu une très bonne discussion sur le sujet. Mais la conclusion, selon ces jeunes leaders, c'était qu'il faut se mettre les mains dans la terre, sentir qu'on fait quelque chose de tangible et qui donne des résultats et qu'on travaille ensemble, qu'on touche à la terre, qu'on touche au territoire. Et c'est comme ça qu'on va se sentir qu'on fait partie de l'ensemble. Et ça fait qu'on se sent moins petit et, euh, et victime des aléas des changements climatiques. Alors, c'était leur conclusion. Alors, il s'agit de mettre les gens dans la terre et de s'impliquer directement justement sur le territoire. C'est une des conclusions de ces jeunes leaders qui m'ont vraiment marqué. Et pour ce qui est des impacts sur les jeunes, surtout à cette époque-ci, avec tout ce qui se passe dans le monde numérique, et il y a d'autres impacts numériques et autres, le monde est un endroit difficile maintenant pour les jeunes. Alors, de prendre ces moments où on est loin de notre téléphone et on a les mains dans la terre et on travaille avec d'autres jeunes, c'est très important. Et surtout important pour le placemaking, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la création de lieux. Surtout avec les jeunes autochtones qui vivent en milieu urbain et qui sont tributaires du colonialisme. Et il y a des immigrants aussi, des migrants. Des jeunes qui ont été traumatisés par leur passé. Donc, faire en sorte que ces jeunes puissent travailler la terre et travailler ensemble dans la nature, eh bien, c'est bon pour leur système nerveux, pour leur rétablissement, leur développement. Alors, continuons. Voici d'autres photos de nos jeunes exceptionnels qui participent à nos programmes, qui s'occupent de ces lieux naturels. La question était comment euh, font les jeunes pour est-ce que les jeunes façonnent l'espace de justice sociale et environnementale au Canada? Eh bien, je crois que les jeunes imaginent un avenir pour eux qui est plus radieux que ce qu'on a construit pour eux. Alors, ils sont si dynamiques et créatifs et ils veulent en faire davantage. Alors, ils ont une énergie euh, très puissantes et ils se battent pour faire valoir leurs droits, pour avoir ce qu'ils méritent. Et donc, c'est très envoûtant, très emballant à voir. Et pour les personnes, les décisionnaires, c'est un rappel que les jeunes sont en train de créer l'avenir qu'ils veulent voir. Et ils sont soumis à beaucoup d'inégalités. C'est très difficile pour eux d'avoir voix au chapitre, mais ils se battent justement pour faire valoir ce droit. Surtout les jeunes qui ont été, en fait, qui vivent avec des obstacles. Ces jeunes sont plus durement touchés par les changements climatiques et les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, il faut les soutenir, les aider à bâtir cet avenir exceptionnel qu'ils conçoivent pour eux, qu'ils méritent. Vous avez des mots d'espoir et c'est très rafraîchissant.
la capacité d'agir peut justement créer ou susciter ce type d'espoir et permettre d'atténuer ces sentiments d'anxiété qui sont assez répandus chez les jeunes et chez les adultes. Je vais passer la parole à Ima. Voici quelques photos du travail que vous faites. Alors, la question pour vous, Ima, comment passer de la création de lieux à l'entretien ou au maintien des lieux, le placemaking au placekeeping? Alors, quand est-ce que notre travail aura été fait? Alors, on est des organismes à but non lucratif et souvent, on travaille beaucoup plus que ce que vaut notre salaire. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on a que c'est mission accomplie? Eh bien, je pense qu'Erica aurait pu répondre à cette question avec ses propos très éclaircissants. Mais je commence par une description de ce qu'on voit ici. Voici un de nos ateliers qui a lieu à chacun de nos événements à Weesboro, à côté de la rivière Humber. Donc, voici un de ces ateliers. Nous avons Meshkiki Nabikwe qui donne l'atelier et elle est assise par terre devant les participants. Elle est en train de donner des enseignements sur euh, les fruits sauvages et les fraises et les framboises des bois, ainsi que sur le tabac. Donc, c'est une femme spirituelle. J'y reviendrai. Et Lindsay collabore avec ce programme depuis le début, depuis avant mon arrivée dans l'organisation. Et elle est en train de donner un de ses ateliers. Donc, ça, c'est un endroit où, et un moment où une relation est en train d'être créée avec, en fait, parmi les participants, mais aussi entre les participants et le territoire et la nature. Pour moi, ça, c'est ça la réussite. Vous vous posez la question, quand est-ce qu'on sait qu'on a réussi? Eh bien, ici, on a réussi. Donc, oui, les choses peuvent encore s'améliorer, peuvent aller encore plus loin, mais ici, on a réussi. Avec les projets, les programmes que je dirige, la réussite pour nous, c'est que les participants acquièrent de nouvelles connaissances et compétences et qu'ils sachent qu'ils sont capables de faire la différence. Et pour en arriver là, il s'agit de fournir en fait, des enseignements, des enseignements comme dans ces ateliers, pour que les gens sachent que ce- la Terre, en fait, on fait partie de la Terre, justement. On fait partie de la nature. Alors, voici dans cet atelier, ça fait partie de euh, euh, la série, dans un atelier de la série euh, d'art, de création d'œuvres d'art. Donc, on faisait du perlage et ça permet aux participants d'apprendre à se connaître et apprendre à se connaître eux-mêmes et les autres également. 2023, c'était une année difficile. Il y avait beaucoup de conflits dans le monde, beaucoup de douleurs de part et d'autre dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'en ai appris, c'est que les fraises des bois sont sorties de terre plus tôt que d'habitude. Alors, c'est une façon pour la nature de nous donner un message. C'est la façon de la nature de nous dire, écoutez, la Terre souffre, l'humanité souffre. Alors, c'était sa façon de communiquer avec nous. Il faut être justement à l'affût de ces communications de la nature. Il faut vivre dans la nature parce que nous sommes la nature. Ici, dans cette photo, ça, c'est très emballant. Alors, dans cette série d'ateliers, l'an dernier, on faisait une murale. Et voici les membres de la communauté qui sont avec nous, qui peinturent cette murale. Lindsay nous a beaucoup parlé de son style de peinture particulier et dans ses ateliers de co-création pratique. C'est pas simplement des enseignements unidirectionnels, il y a aussi une participation et aussi à nous montrer comment s'approprier un lieu. Et ce qui est important ici, c'est que ce site, c'est pas un site qu'on a choisi de façon arbitraire, c'est le résultat de plusieurs conversations avec plusieurs groupes communautaires pour arrêter le choix sur ce lieu. Alors, ici, on se trouve à une des entrées du parc de la piste de la rivière Humber, qui est entretenu par des groupes de bénévoles, des cyclistes, en fait, des marcheurs, des aînés, des autochtones. Et je crois que ça, cette murale, justement, murale
ce dessin qu'on faisait sur l'asphalte servait justement à marquer l'entrée, accueillir les visiteurs. Donc, c'est les membres de la communauté de ces groupes communautaires qui se sont réunis pendant assez longtemps pour déterminer, pendant 6 mois justement, ils ont eu des conversations pendant 6 mois pour déterminer le lieu où on allait créer cette muraille. En fait, cette peinture euh, sur le sol, donc pour qu'elle appartienne à toute la communauté. Donc, peut-être que c'est juste la sémantique, ce n'est pas la muraille, c'est notre muraille. Ce n'est pas euh, euh, en fait, c'est une œuvre qui appartient à tout le monde. Donc, on s'est concentré justement par ce projet sur cette intendance environnementale. Alors, nous, on ne fait pas de intendance du territoire du point de vue traditionnel, mais c'est justement pourquoi il faut collaborer avec d'autres organisations. C'est ce que tout le monde ici a dit aussi. Donc, on va travailler avec des étudiants de Toronto cette année. Ils vont faire du travail horticole dans le parc et on veut collaborer avec eux. C'est ce qu'on veut leur proposer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du point de vue artistique? Nous, on se concentre sur l'aspect artistique. Ça peut complémenter leur travail horticole, justement, et vice-versa. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais je pense que s'approprier les lieux, c'est ce qui fait qu'on passe de la création de lieux au maintien des lieux. Donc, ce lieu ne m'appartient pas, ce n'est pas un objet que quelqu'un peut posséder. C'est un lieu que tout le monde habite. Alors, ça permet aux gens, aux citoyens d'être fiers de leur espace, de s'en occuper, d'en prendre soin. C'est intéressant, vous parlez du travail que vous faites. Et le travail que vous faites n'est pas un programme d'intendance du territoire du point de vue traditionnel, au sens traditionnel. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question-ci. Je pense à voix haute. euh, la façon dont l'art et les processus créatifs peuvent soutenir cette intendance du territoire. C'est pas tout le monde qui va planter un arbre ou cultiver un jardin ou arracher des plantes envahissantes. Mais dans d'autres processus, par d'autres processus, eh bien, on peut agir sur le territoire et en réaliser l'intendance d'une certaine façon. Donc, ça nous permet d'être créatif. Il faut simplement être créatif sur le territoire. Oui. Et ce que je dirais, c'est que je crois que le territoire nous aime. Ça, c'est clair. Parce que même si le territoire demande de la pluie, je touche du bois, il ne pleut pas nécessairement. Oui, vous avez une relation réciproque avec le territoire. Oui, je crois que cette relation avec le territoire a été bâtie au fil du temps, est axée sur le respect mutuel. L'humain doit respecter le territoire comme le territoire respecte l'humain. Alors voici d'autres photos. On va maintenant parler de la façon de s'impliquer, de maintenir les lieux, les entretenir et de permettre à la communauté de s'impliquer. Alors, quelles sont vos meilleures pratiques pour la création de lieux communautaires, peu importe le lieu où on se trouve? Ça peut être un parc, ça peut être d'autres types d'espaces publics. Et, comment est-ce que on concrétise, ou en fait, on lance ces actions, ces meilleures pratiques pour concrétiser des actions? Oui, ce que vous voyez actuellement, c'est un projet, c'est une photo d'un projet sur les pagés. C'est des gens qui utilisent leurs propres mains pour arracher l'asphalte. On appelle ça, on met des gants aux mains pour qu'il n'y ait pas de danger pour les gens. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de joie les gens ont lorsqu'ils arrachent de l'asphalte. Pour ce qui est des meilleures pratiques, je parlerai de trois choses clés. D'abord, je parlerai de flexibilité, transparence et prévisibilité. Si vous voulez faire du placemaking, ça prend de la participation, ça prend beaucoup de temps et vous devez donner du temps pour se connecter avec les gens, pour bâtir la confiance dans la relation, ce qui en soi peut durer des années. Mais si vous avez un projet, vous devez prendre le temps de connaître votre communauté, regarder, aller parler aux communautés, rencontrer les gens où ils sont. Souvent, on aime faire des kiosques. Nous avons 5 kiosques qu'on appelle la bécane à idées.
Donc, on désire le combat pour les idées, c'est-à-dire que c'est des choses, on peut voyager et on voit où les gens sont, dans les parcs, dans les espaces publics. Et je pense que c'est un excellent outil pour rencontrer les gens où ils sont, pour rencontrer les usagers d'un espace particulier. Mais ça prend plus de temps, particulièrement si vous voulez que ce soit significatif. Mon deuxième point, c'est la flexibilité. Vous devez être ouvert à recevoir autant de commentaires que possible de la communauté. Si vous n'arrivez pas là avec un esprit ouvert, ça ne marchera pas. Les gens doivent savoir que leur voix va être entendue. Donc, vous devez pouvoir adapter vos réponses. Et dans certains cas, il faut être capable d'entendre un non. Être capable, nous sommes une communauté, nous proposons un projet pour rendre les gens plus verts, mais les gens aiment beaucoup leur parking. Ils ne veulent pas de verdure et de plantes. Alors, on doit dire, bon, OK, ben, très bien, c'est ce lieu, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, gardez-le comme ça. C'est le but, là, ici. Alors, il faut être très flexible. Et le dernier point, c'est la transparence. Les gens qui participent à votre projet doivent savoir quelle latitude ils ont, quel niveau de créativité ils peuvent avoir. Il faut être très transparent par rapport au pouvoir qu'ils ont et les limitations qu'ils ont aussi. Et il faut créer du pouvoir d'agir pour les gens lorsqu'ils savent exactement quel pouvoir ils ont. Par exemple, si vous arrivez dans un espace et vous dites, on peut faire tout ce qu'on veut ici, mais le propriétaire ne veut pas de sapin. Bon, mais le reste, ça va. Alors, au moins, vous avez une base commune pour que les gens puissent rêver à l'intérieur de leur petite boîte, si vous voulez appeler ça un petit bac de sable, si vous voulez. Et c'est ça que je dirais. Pour ce qui est des outils, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles. Il ne faut pas tout réinventer. On n'a pas à tout réimaginer. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont déjà préparées par toutes sortes de personnes. Donc, vous n'avez pas à réinventer la roue, mais il faut prendre le temps approprié, le temps qu'il faut pour travailler avec la communauté. Je vais partager l'autre photo que vous avez, si vous voulez parler de cette photo. Oui, c'est l'allée Blue Green. C'est une allée près du bâtiment 7 qui est un espace communautaire qui est là depuis environ 20 ans. On essaie d'avoir la propriété de cet édifice pour avoir un espace pour la communauté, par la communauté. C'est un excellent espace. Si vous ne le connaissez pas, là, vous pouvez aller le voir en ligne. Et on voulait gérer l'eau dans cette allée juste à côté de l'édifice. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé avec la communauté et on a essayé de faire un plan qui pourrait satisfaire tout le monde. Ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas du tout. Ils voulaient que ce soit des espaces verts, mais des gens nous disaient, ce qu'on veut, en fait, c'est un lieu de rencontre pour que les gens se réunissent. Et on veut aussi que l'édifice soit accessible de façon universelle. Donc, il a fallu mettre ensemble tous ces besoins et s'assurer de faire quelque chose qui ne serait pas ce que quelqu'un voulait, mais c'est quelque chose auquel tout le monde pouvait se rallier. On a donné 5 options avant d'arriver avec cette version finale. On a eu beaucoup à faire la navette en ce qui était possible et ce qui était le meilleur projet pour cette communauté particulière. C'est un super espace. On n'est que dans la deuxième année de croissance. On a planté l'an passé, l'été passé, c'est seulement une année de croissance. On est pas mal fiers de ce projet. Et ça paraît formidable, effectivement, toutes ces plantes. Et j'apprécie cette idée d'aller vers la communauté et de ne pas nécessairement entendre ce qu'on pensait entendre, vous savez, en tant qu'organisation. On peut avoir besoin de s'adapter et d'être flexible et peut-être abandonner certaines de vos notions préconçues sur ce que vous pensez qui serait formidable dans cet espace. Alors, c'est vraiment très puissant pour la communauté d'être entendue pour concevoir leurs propres espaces. Et ça mène à ce sentiment d'appropriation et d'investissement dans ces espaces. Je vais maintenant arrêter de partager mon écran. Alors, Tishaila, est-ce qu'on peut vérifier le temps que nous avons? Vous êtes tout à fait à l'heure. Bon, ça va très bien pour l'horaire. S'il y a des questions ou des commentaires supplémentaires dont vous vouliez parler avant que je prenne des questions dans le chat, j'aurai un espace pour ça dès maintenant. Écoutez, la dernière question que j'avais, c'est de nous faire savoir comment les gens peuvent vous trouver, s'il y a des programmes ou des initiatives dont vous voulez parler dans ce programme des communautés en santé du Canada.
Et vous, Teshaila, vous pourrez répondre aux questions des gens qui écoutent. Bon, je pourrais intervenir ici. Oui, oui. En fait, nous, à Vancouver, on continue à faire de l'intendance de nos espaces à Strathcona et le long du ravin Renfrew, c'est-à-dire le ruisseau Renfrew, plutôt, un des merveilleux cours d'eau de Vancouver. Je vous encourage euh, à intervenir et dans le chat, peut-être je vais mettre certains liens. Je vous encourage à nous contacter. La meilleure façon de nous contacter, c'est d'aller sur notre site web ou ui.ca et suivez-nous aussi sur différents médias sociaux. On est assez actifs sur Instagram, par exemple, et où vous avez des mises à jour sur notre programme de jeunes qui se mobilisent dans ces espaces. Si vous voulez voir de la joie, euh, c'est là pour vous. Alors, j'ai hâte qu'on puisse rester en contact et j'encourage tout le monde à défendre les espaces publics dans leur communauté, ces espaces publics qui sont importants pour vous. Appuyez vos OSBL locales. Et si vous avez de la difficulté avec l'éco-anxiété, mettez les mains dans le sol, comme ça a été dit. Maintenant, je vais passer la parole à Ima. En fait, c'est mon petit jardin en ville, un jardin urbain que j'ai créé. J'ai pris des contenants, puis j'ai ces petites espaces. Euh, alors, je vais partager avec vous certains liens dans le chat aussi. Je travaille avec une organisation qui s'appelle STEPS Public Art, un organisme d'art public. Nos bureaux sont à Toronto, mais on a une aire d'opération nationale. Le projet dont je parle, From Weeds We Grow, From Weeds We Grow. Et c'est un organisme qui donne de la poésie le 17 août et le 18 août, de la poésie publique. Nous aurons aussi un animateur local pour faire une danse interbase et un atelier vert le 25 août. Et c'est toujours de 12h à 4h au même endroit, près de la rivière Humber. Et je vais vous montrer aussi exactement où c'est. Vous pouvez aller voir notre site web et vous abonner à notre bulletin. Et Instagram est toujours très, très amusant. Beaucoup d'art, beaucoup d'artistes, beaucoup de couleurs. Merci. Oh, on semble avoir une petite difficulté technique. Pour moi aussi, je vais mettre le lien dans le chat. Malheureusement, comme nous sommes au Québec, la plupart de nos liens sont en français. Ah, vous devrez peut-être améliorer un peu votre français si vous pouvez avoir accès, si vous voulez bien comprendre. Mais la plupart de nos outils d'urbanisme ont été bâtis avec Sustainable Calgary et le Centre pour le transport actif, Center for Active Transportation. Et dans toute cette boîte à outils urbaine participative est disponible quand même en 2 langues. Alors, c'est à participatoryplanning.ca, mais je vais mettre le lien. Et nous avons Instagram aussi. Alors, quelquefois, si vous voulez avoir des images, plus que des mots, peut-être, je vais vous passer ce lien vers ces images dans le chat. Merveilleux. Joy, y a-t-il d'autres choses? Je sais que pour les amis des parcs, Park People, il y a un lien qui est dans notre document. Joignez-vous à nous dans le chat. Maintenant, les gens ont participé. Il y a beaucoup de questions qui ont surgi. On a des questions dans la boîte questions-réponses. On avait des questions qui nous sont arrivées très tôt dans la séance d'aujourd'hui. Joy, je crois que c'est porté ici. Quand vous partagiez, on demande comment est-ce qu'on définit le mot intendance ou comment c'est opérationnalisé quand on veut établir des liens avec la nature. Ce mot stewardship, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Excellente question. J'invite toute autre personne à intervenir ici. Dans le contexte du travail que nous faisons par notre programme de parc Cornerstone, stewardship pour nous, l'intendance, il s'agit que c'est de l'action directe sur le territoire et c'est centré sur la plantation d'arbres et l'arrachage d'espèces envahissantes. Ce sont les 3 activités principales que nous avons faites.
Il y a des activités qui sont plus faciles que d'autres. C'est des activités par lesquelles on peut beaucoup impliquer les communautés. Donc, les gens avec qui nous avons travaillé font ce genre de programme de bénévolat depuis des années et on les aide un peu avec une évaluation d'impact de leur travail. Et on aide les gens à faire valoir tous leurs atouts. C'est ce genre de choses dont on parle. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait envisager, comme de l'intendance, si vous voulez. S'occuper de la terre, s'occuper de la nature. C'est les trois choses qui me sont venues à l'esprit, la plantation d'arbres, l'arrachage d'espèces envahissantes, mais il peut y avoir beaucoup d'autres choses aussi. Merveilleux, merci. Merci, Joy. Est-ce que d'autres personnes ont des ajouts à faire? La question, je peux la répéter. Comment est-ce qu'on définit ou qu'on opérationnalise l'intendance quand on veut établir des liens avec la nature? Moi, une façon très simple pour nous, je comprends ce que nous a dit, que c'est pas juste, c'est l'activité traditionnelle, plantation d'arbres, arrachage de mauvaises herbes, de arrachage d'espèces envahissantes, mais aussi on fait des installations d'art public. Il s'agit de bien choisir les matériaux et d'être très conscient que ce qui peut bien fonctionner sur un mur vertical au milieu d'une ville, ce n'est pas approprié le long d'un ruisseau, le long d'un sentier près d'un ruisseau. Il y aurait peut-être des risques de polluer le système hydrique local. Encore une fois, c'est là-dessus l'art public, c'est ce sur quoi je me concentre depuis quelques années, mais c'est toute une courbe d'apprentissage par le cycle, parce que la sélection des matériaux est tout différent quand on travaille dans le béton par rapport à un parc. Merci beaucoup, Ima. Une autre question qui vient chez nos mobilisateurs porte souvent sur le travail qui doit être fait pour appuyer des communautés un peu plus vastes que les villes elles-mêmes. Comment est-ce que, par contre, ça peut être appliqué à des petites communautés plus petites, des espaces plus petits? Pour ce qui est des parcs, est-ce qu'il y a des meilleures pratiques quand on travaille dans des grands espaces urbains, dans des grands lieux urbains? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être appliquées dans des petits endroits plus résidentiels? Oh, c'est une question pour moi, peut-être? Bon, pour n'importe qui, en fait. Je pense qu'une des choses intéressantes que nous avons constatées dans notre travail, c'est que c'est pas nécessairement la quantité au lieu de la qualité. Ben, le travail qu'on fait, on parle surtout de grands parcs urbains, mais vous pouvez aussi créer des belles occasions pour aller plus en profondeur, pour avoir des meilleures connexions avec la nature. Dans des petits parcs, ça se peut se faire très bien. Ou lorsqu'il y a des hydrocorridors euh, dans des espaces de parcs non traditionnels, si vous voulez, c'est le type d'opportunités de mobilisation qui sont disponibles pour les gens et qui sont très importants. Euh, les plus gros parcs, bien sûr, ont plus d'espace, ont plus de lieux comme valeur écologique, ont une plus grande valeur écologique, si vous voulez. Mais on parle de faire du placemaking, créer des lieux, et ça n'a pas besoin d'être dans de grands parcs urbains. Et ce n'est pas tout le monde qui vit dans les villes canadiennes à cette possibilité. Donc, nous devons élargir la façon dont nous créons nos opportunités pour que les gens puissent avoir accès à des espaces dans leur voisinage, chez eux. Parce que d'après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est ça qui crée les connexions chez nous. Ça n'a pas besoin d'être un grand parc ou ça n'a pas besoin d'être le Stanley Park. En fait, ça peut être la petite allée derrière ma maison qui est pleine de boîtes de plantation maintenant. C'est ce qui fournit beaucoup d'avantages santé et on apprend de plus en plus les bénéfices environnementaux de ces espaces pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, pour les insectes. Et ça a de la valeur dans les deux directions. On a donné beaucoup d'exemples dans la séance d'aujourd'hui où on essaie de reconnaître que ces meilleures pratiques sont essentielles. Mais aussi, on a parlé beaucoup de liens, justement de liens, de connexion avec la nature et entre les communautés, entre les individus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres idées, perspectives?
euh, parmi vous sur ce qui se passe dans les plus grands parcs, les plus grands espaces. Comment on pourrait appliquer ces techniques à des communautés résidentielles, des quartiers résidentiels ou des petites communautés? Parfois, c'est plus facile de travailler dans un parc qui est plus petit, parce que dans le grand parc, on attire une grande population. Les gens vont venir de plus loin pour venir dans ces grands parcs. Donc, souvent, c'est difficile de savoir qui utilise ces parcs. Et il y a de nombreux types d'utilisateurs dans les grands parcs, que ce soit si c'est un petit parc local, eh bien, il sera fréquenté par les gens du quartier. Donc, c'est plus facile de savoir qui fréquente ce parc et on connaît mieux le parc et ses usagers. Dans un grand parc, il y a de tout et des gens qui viennent de plus loin. Alors, quand je pense à mon parc local, je pense aux gens qui s'y tiennent, qui le fréquentent. Donc, c'est facile d'établir une relation avec les gens qui fréquentent un petit parc parce qu'on les voit souvent, on les reconnaît, ils nous reconnaissent. Donc, on a plus d'occasions d'améliorer les choses dans un petit parc que dans un grand parc où les gens se sentent moins, mettons, en contrôle ou responsables de leur parc. Alors, dans un petit parc, ça peut être une bonne idée de commencer justement par les petits parcs. Ça nous mène à une autre question qui était posée. Nous sommes une association communautaire qui rêve de faire participer les jeunes dans ce travail de création de lieux. Comment peut-on les faire commencer? Avez-vous En fait, tout ce qu'on nous dit, c'est que c'est délicat. Avez-vous des conseils? Est-ce que vous avez de possibles réponses pour dire à notre auditoire comment faire participer les jeunes? Il s'agit de tendre la main aux jeunes et de les faire participer à des programmes dans le parc de leur quartier ou dans la cour d'école. Parce que parfois, s'occuper d'un parc, ça peut sembler comme une corvée. Alors, il faut commencer tranquillement avec eux. Il faut se demander ce qui intéresse les jeunes, quels sont les lieux qu'ils fréquentent, quels sont les lieux qui les intéressent. Il faut commencer par ça. Mais vous avez un très beau rêve et je comprends qu'il y a beaucoup d'obstacles aussi. Ce qui a bien marché pour nous, c'est le leadership jeunesse. On a un cercle conseil jeunesse. Donc, ce sont les membres du programme jeunesse qui nous donnent des rétroactions, qui font preuve de leadership dans les projets. Alors, c'est là qu'ils posent des questions, euh, en fait, on leur fait part de nos questions, on leur dit quels sont les obstacles auxquels on fait face et eux vont faire du remue-ménage et nous donner des réponses, collaborer avec nous. Alors, 50% des membres de notre conseil d'administration sont des jeunes et on a beaucoup de jeunes parmi nos employés également. Alors, justement, c'est lié à notre mission directement, mais il faut se demander quel type de structure existe à l'interne où il pourrait y avoir des jeunes et comment les jeunes peuvent participer au rouage interne de votre organisation. Et ça va faire que l'organisation va être davantage tournée vers les jeunes. Je ne sais pas quels défis sont présents dans votre communauté, mais donner aux jeunes voix au chapitre, les faire participer parmi votre personnel, vos bénévoles, votre conseil d'administration, ça peut être très bénéfique pour votre communauté. Vincent. Oui, je fais du pouce sur la réponse de Erica. Au Centre d'écologie urbaine, on a un projet. J'en fais pas partie, donc je vais essayer de le décrire du mieux que je peux. Ça s'appelle euh, projet pédagogie. Donc, on se rend aux écoles et avec les jeunes, on relève les endroits autour de l'école qu'ils veulent qu'on change ou qu'ils veulent améliorer et on va planifier un projet pour améliorer ces endroits. Donc, je me souviens d'un projet, certains des accès à l'école étaient considérés comme dangereux. Donc, on a installé des tables de pique-nique, on a peinturé des murailles, on a créé un lieu convivial. Alors, n'ayez pas peur de faire participer les jeunes et donnez-leur l'occasion de s'exprimer. Et ça peut commencer avec des jeunes très jeunes. On travaille avec des enfants
du primaire. Et on va dans les classes, on explique le concept et ils apprennent très rapidement. En fait, ils s'approprient ces exercices très rapidement. Et souvent, l'exercice consiste à dessiner la cour d'école de rêve. Et souvent, ils vont dessiner des dinosaures, des piscines, ce genre de choses, des choses que les jeunes euh, considèrent comme irréalistes. Mais ça vous en dit très long sur leur désir. S'ils dessinent une piscine dans leur cours d'école de rêve, ça peut peut-être dire qu'ils ont chaud l'été, donc ils veulent peut-être des installations qui produisent de la vapeur d'eau. S'ils dessinent des dinosaures, c'est peut-être que euh, ils cherchent à avoir des modules ou un thème, des installations de jeux. Donc, c'est leur créativité qui s'exprime justement par ces dessins. Et c'est ce que ces messages veulent dire. Alors, aidez-leur euh, en fait, à rendre leur vision plus réaliste et vous irez loin ensemble en trouvant ce compromis. Faut donner l'occasion aux jeunes et aux enfants de s'exprimer, de faire part de leurs idées et d'intégrer ça dans notre façon de travailler. Il y a une autre question qui était posée. Comment est-ce que les organisations qui font ce travail peuvent aller chercher du soutien auprès de leur municipalité? Alors, ce sont de grandes questions. Alors, je regarde les expressions de nos panélistes et je vois que c'est une question profonde. Commençons par vous. Bon, c'est une question à plusieurs tangentes et je ne peux que mentionner mon expérience à Toronto, mais si vous cherchez du financement de la municipalité, il y a plusieurs fonds gérés par la ville de Toronto ou des fonds gérés par des organismes externes, mais qui sont euh, provisionnés par la ville. Alors, votre plus grand allié, ce sont vos conseillers municipaux locaux. Eux, tous les jours, ils sont au conseil. Alors, pour avoir leur soutien, vous devez être en mesure de représenter une grande partie de leurs électeurs. Si vous voulez aller plus loin, récemment, on a réussi un projet avec un gouvernement de niveau provincial. Et je ne dis pas que ça va toujours se matérialiser par du financement, mais vous devez savoir que ces gens ont du pouvoir, ils ont des postes importants dans notre société et ils peuvent en fait insuffler un vent de changement. Alors, pour répondre à votre question, il s'agit d'établir ces liens avec ces conseillers municipaux, de chercher des alliés, d'établir des partenariats de collaboration, trouver un but commun et l'atteindre avec ces nouveaux partenaires. Merci, Ima. Vincent, la parole est à vous. Je vais laisser Erica y aller en premier. Je serai brève parce que je vais répéter un peu ce que Ima a dit. Mais le travail que Amis des parcs font, c'est-à-dire aller chercher des données, produire des statistiques très utiles, c'est un excellent outil pour promouvoir le sens de votre travail. Et aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a beaucoup parlé de s'occuper de territoires, de parcs dans la longévité. Et ce sont ces projets qui sont les plus difficiles à financer. Les décisionnaires veulent toujours financer des projets euh, tape à l'œil à court terme. Alors, une des questions posées, c'est comment militer pour aller chercher du financement pour ces projets à plus long terme? Vous avez tout à fait raison. J'ai fait beaucoup d'analyses politiques. J'ai beaucoup essayé de trouver des façons à aller chercher des solutions par les politiques municipales. Souvent, ce que je trouve, c'est que ces politiques municipales sont vastes, floues et difficiles à appliquer. Donc, il s'agit de convaincre les conseillers municipaux du fait qu'ils ont un problème et que vous avez la solution. Et vous savez qu'ils ont tel problème parce que c'est écrit dans telle et telle politique municipale. Donc, les groupes de citoyens sont bien placés pour faire cette action et les documents politiques de votre municipalité sont souvent facilement accessibles. Alors,
lorsque vous proposez quelque chose, assurez-vous que ça répond à une politique municipale existante. Eh bien, je suis d'accord avec tous mes collègues et j'aime beaucoup le fait que tout le monde ait une vision stratégique sur ces relations. J'ai travaillé au- avec des municipalités dans le cadre du travail d'amis des parcs et je comprends que on a souvent les mêmes buts que nos élus municipaux quand on parle d'espace public, de parcs. Eh bien, ils ont les mêmes objectifs que nous. Il s'agit d'établir une relation de confiance avec les conseils municipaux, entre eux et les organisations communautaires. Euh, de nouer des liens avec vos conseils municipaux, avec le personnel responsable des parcs et de la voirie. Parce que dès que ces relations sont établies, ce sera beaucoup plus facile de faire des progrès et de se rapprocher des objectifs que vous avez, qui sont les leurs également. Parce que ce sont des objectifs communs en général. Les mêmes objectifs en matière de préservation de nos lieux naturels. Alors, je crois que c'est la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci à chacun, chacune de nos panélistes. Il y a beaucoup de liens qui ont été publiés dans le clavardage. J'espère que vous aurez eu l'occasion de les copier. Et moi, j'ai copié tout le clavardage, donc je vous enverrai le tout par courriel. J'aimerais prendre un moment pour remercier Joy, Vincent, et Ima euh, et Erika pour, puisque vous avez brossé un portrait de ce qui se passe partout au Canada. Alors, si vous avez d'autres questions, euh, nos panélistes ont publié leurs coordonnées dans le clavardage. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nos panélistes. Si vous avez des questions, des réflexions, euh, c'est fait pour ça. Également, nous avons envoyé le lien vers le sondage sur la séance d'aujourd'hui, en français et en anglais. Donc, on veut avoir votre opinion sur ce qui a été dit aujourd'hui, sur le webinaire d'aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, nous allons également publier un lien dans le clavardage, un autre lien, en fait, pour communiquer justement avec nous. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Ça a été un grand plaisir d'apprendre de votre expérience et j'ai très hâte de voir le travail que vous continuez de faire dans vos communautés respectives. Alors, s'il y a d'autres questions, commentaires, je vais laisser la séance ouverte. Je laisse à nos panélistes quelques instants pour prononcer le mot de la fin. Et ensuite, on se revoit la prochaine fois. Et j'aimerais remercier Erica, Vincent et Ima d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, Amélie Park a pu faire jouer son réseau, a pu communiquer avec tous ses membres. Alors, j'apprécie la variété de perspectives que vous avez présentées aujourd'hui. Vous avez différentes façons de permettre aux gens d'établir un lien de créer des liens entre leur quartier et la nature. Et vous me donnez beaucoup d'espoir. Ce ne sont pas toutes les conversations qui suscitent l'espoir. Quand on parle de changement climatique, eh bien, c'est pas toujours si positif. L'avenir est un peu glauque. Mais aujourd'hui, eh bien, vous nous avez donné beaucoup d'espoir. Alors, c'est très apprécié. Je suis d'accord. Oui, merci beaucoup, Joy. Euh, alors, merci à tous et à toutes. Bonne journée.